Nous sommes en guerre. Si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Ici Samuel Grenier. Nous sommes lundi le 12 mai. Et aujourd'hui, pendant que je préparais ma chronique, j'ai décidé de l'intituler Le Canada, le roi et Donald Trump. Parce que je vais vous parler de chacun de ces intervenants, de chacun de ces acteurs dans cette politique canadienne. Et puis, je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez toujours suivre mon blog sur YouTube au nom de Samuel Grenier. Ça me fera plaisir de vous accueillir comme nouveau membre. Et puis, pour vous abonner, c'est facile. Vous vous rendez sur YouTube et vous tapez Samuel Grenier et venez rejoindre ma chaîne parce que je diffuse tous les jours. Et aujourd'hui, je veux vous parler de la politique canadienne parce qu'il s'en est passé des choses. La semaine dernière, Mark Carney, notre nouveau premier ministre, s'est rendu à Washington pour sa première rencontre avec Donald Trump. Et ça se produisait le 6 mai dernier. Il faut comprendre que ça fait 8 jours qu'il y a eu une belle victoire. Mark Carney qui a pratiquement été élu majoritaire. Il est à 169 élus. Il lui en faudrait 172 pour avoir la majorité. C'est donc vous dire que présentement, il y a des discussions avec d'autres personnes qui ont été élues dans d'autres formations politiques pour tenter de les amener de son côté de la Chambre des communes afin qu'il puisse réaliser son rêve. Son rêve, c'est d'avoir un gouvernement majoritaire pour avoir pour vraiment avoir le pouvoir absolu, pour pouvoir imposer sa vision, qui, je le rappelle, est une vision d'extrémiste climatique. Et c'est un homme très contrôlant, c'est un homme qui veut contrôler même la liberté d'expression. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est pour vous dire que c'est très sérieux, cette démarche afin de devenir majoritaire. Il y a eu un recomptage. Il y a présentement des recomptages dans certains comtés pour s'assurer que le résultat de l'élection soit judiciairement approuvé. Et c'est comme ça, de façon automatique, avec le système que nous avons ici au Canada. De façon automatique, je crois que c'est lorsque il y a un certain nombre de voix qui séparent deux candidats. Lorsque, exemple, 100 voix, ben, automatiquement, il y a un recomptage judiciaire. Et il y en a eu un dans un comté, pas très loin de chez moi d'ailleurs, Terrebonne. Et lorsqu'on vous dit que chaque vote compte, eh bien, regardez le résultat après le troisième recomptage, le recomptage judiciaire, regardez ce que ça a donné. Le Parti libéral, le parti de Mark Carney, remporte la mise avec sa candidate par une seule voix sur 60 278 votes. Lorsqu'on dit que chaque vote compte, c'est effectivement ce qui s'est produit. 60 278 voix. Évidemment qu'il y a des gens qui vont crier à l'effet que c'est arrangé, que c'est pas correct, etc. Parce que, voyez-vous, 840 votes ont été, bulletins de vote ont été rejetés sur les 61 118 personnes qui se sont pointées pour aller voter. Il faut comprendre qu'on peut rejeter un vote parce que, par exemple, la personne a mis un X dans tous les choix qu'elle avait. Donc, automatiquement, son vote, son bulletin de vote est rejeté. Ça fait partie des 840 qui sont là. Et là, ben, présentement, il y a des gens qui contestent même ce recomptage judiciaire. Mais tout ça pour vous dire que cette anecdote qui offre une candidate de plus pour le compte du Parti libéral, le parti de Mark Carney, qui est au pouvoir de façon minoritaire, ben, le rapproche de plus en plus de son objectif d'atteindre la majorité. OK. Donc, Mark Carney se rend aux États-Unis cette semaine, la semaine passée. Il s'est rendu 8 jours après son élection. Il s'est rendu aux États-Unis pour rencontrer Donald Trump. Il faut comprendre que c'était sa première visite.
comme c'est habituellement le cas. C'est la première visite que le, 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 le- je ne le dirai pas, là, mais le premier ministre du Québec, du Canada rend habituellement son principal partenaire économique, les États-Unis. Donc, il s'est rendu à la Maison-Blanche. Dans un objectif, dans le fond, c'était de remettre les compteurs à zéro, c'était de remettre à zéro une relation qui est bilatérale, on va le dire, qui est tendue présentement avec les États-Unis parce qu'il y a des surtaxes américaines. Et puis, Donald Trump a souvent fait allusion au fait que le Canada pouvait s'annexer aux États-Unis. Ça a été un enjeu important lors des élections. Et puis, c'est important pour Mark Carney d'aller rencontrer le président des États-Unis, de rétablir les faits, de mentionner que le Canada n'était pas à vendre, que les personnes, les citoyens du Canada, les électeurs du Canada ne voulaient pas avoir d'annexion aux États-Unis. La preuve en est que il y a, le, le Parti libéral a remporté la mise avec 8,5 millions de voix par rapport à son plus proche rival qui en a obtenu 8 millions. Et les deux avaient la même position, c'est que le Canada demeurera le Canada, et ne sera pas annexé aux États-Unis. Donc, il va demeurer souverain. Donc, c'est 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 quelque chose qui est accepté dans la population. Heu, donc, c'est important pour Mark Carney d'aller à la rencontre de Donald Trump et de rectifier ça et d'imposer ce respect, de ne plus parler du Canada comme étant avec une possibilité de l'annexer aux États-Unis. Donc, le ton a été très cordial. Euh, Marc Carney s'est montré ferme, mais a quand même été très cordial. Un échange qui s'est bien déroulé, mais qui s'est bien déroulé parce qu'il n'y a pas eu de scandale. On va dire les choses telles qu'elles sont. Ça s'est bien déroulé parce qu'il n'y a pas eu de scandale, mais on ne peut pas dire que ça s'est très bien déroulé au point que, il y a eu une levée des tarifs. On ne peut pas dire non plus qu'il y a eu un engagement de la part de Donald Trump à collaborer de façon à éliminer, à éliminer ce qui ne, euh, les tarifs et puis ses idées qu'il avait de rapatrier sa production aux États-Unis. Au contraire, même Donald Trump l'a mentionné, on n'a pas besoin du Canada, on est capable de produire nos voitures, on est capable de se débrouiller, le Canada est avantagé par nous, etc. Donc, on ne peut pas dire que c'est un échange qui a été euh, extraordinaire pour le Canada et pour les Canadiens, mais les Canadiens ont accepté que ce soit ainsi. Les médias, toujours fidèles à la propagande qu'ils peuvent faire, ont vite réalisé l'impact qu'ils avaient de considérer Mark Carney comme étant le gagnant de cette rencontre-là. Donc, j'ai des notes ici. euh, Même lorsque Mark Carney a mentionné que le Canada n'était pas à vendre, Donald Trump a répliqué, euh, faut jamais dire jamais, voyez-vous? Mais il a mentionné que pour danser, il fallait être deux pour danser. Donc, en voulant dire, on ne forcera pas personne. On ne vous forcera pas, mais il ne faut pas dire jamais. Donc, les surtaxes américaines sur l'aluminium, le bois d'œuvre et certaines denrées canadiennes restent en place. Carney a toutefois obtenu la création de groupes de travail et la tenue de pourparlers ministériels avant le sommet du G7 qui aura lieu en juin prochain. Donc, déjà, on sait qu'il y a beaucoup il y a des diplomates, il y a des gens, il y a des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires qui travaillent très fort entre le Canada et les États-Unis, qui travaillent très fort. Les deux équipes, les canadiennes et américaines, travaillent très, très fort pour justement faire comprendre, faire réaliser à la Maison-Blanche l'impact de ces tarifs-là et comment est-ce qu'on gagnerait à ne pas avoir de tarifs entre les deux pays. Donc, comment les marchés ont réagi à cette rencontre-là? Le UR, donc le dollar canadien, a touché un sommet de 7 mois par la rencontre. Donc, c'est signe que les investisseurs y misent
sur une d'escalade commerciale. Donc, il voit un côté positif à ça. Il pense que ça va mieux aller dans le futur. Les commentateurs à Washington ont salué la leçon de gestion de Trump donnée par Carney, mais ils soulignent que rien n'est réglé tant que les tarifs persistent. Qu'est-ce que ça représente, les tarifs également? Il faut comprendre que Mark Carney a imposé des tarifs aux produits américains que nous importons et que nous distribuons et dont nos entreprises utilisent pour produire. Et ces tarifs-là représentent une taxe. On va le dire comme ça, c'est une taxe. Ça représente énormément d'argent. Présentement, on peut estimer entre 17 et 20 milliards et 20 milliards de dollars par année que le gouvernement pourrait obtenir avec cette taxe-là qui impose finalement aux consommateurs canadiens. C'est ça que ça veut dire. Donc, dans la ligne des revenus, dans la liste des revenus du gouvernement canadien, Mark Carney a été capable d'aller trouver une rentrée d'argent supplémentaire de presque 20 milliards par année. C'est beaucoup d'argent, là. On parle de 100 milliards pour les 5 prochaines années. Bon, pour les 4 prochaines années, là, parce que son mandat est de 4 ans, il a déjà budgété 80 milliards dans ses revenus. C'est donc dire que le gouvernement a trouvé une façon très habile d'aller chercher dans les poches de tous les contribuables, de tous les citoyens canadiens, 80 milliards de dollars en 4 ans, qui a ajouté à son budget. Et la façon dont les médias traitent l'information, les gens croient que ces tarifs-là sont dus à Donald Trump. Donc, ils récoltent l'avantage, l'argent qui vient de ces taxes-là, et le désavantage, c'est-à-dire l'idée que ces taxes-là existent, le mauvais côté, le côté sombre d'implanter une taxe comme ça, qui pourrait rendre n'importe quel politicien très, très, très défavorable, très mal aimé, ben, l'image que les gens ont, c'est que c'est à cause de Donald Trump si ces tarifs sont imposés. Parce que la propagande médiatique fait son œuvre. C'est ce qui se passe au Québec. C'est ce qui se passe au Canada et en anglais également. Donc, voyez-vous, c'est très, très avantageux pour lui. C'est très avantageux pour lui. Il impose une taxe, mais il ne se mérite pas l'aspect négatif d'avoir imposé cette taxe-là. L'aspect négatif est transmis à Donald Trump et on met ça sur le dos de Donald Trump. Donc, c'est une visite qui a été courte, mais qui a été stratégique. Carney a affiché la souveraineté canadienne. Il a laissé la porte ouverte à une relance du partenariat économique avec les États-Unis. Un partenariat économique et sécuritaire aussi, parce qu'effectivement, il y a un enjeu de sécurité avec les États-Unis. Les discussions techniques des prochaines semaines diront si ce ton cordial va se traduire par des concessions qui sont concrètes. On le verra. Justement, on pourra voir aussi qu'est-ce que ça donnera, comment Washington va réagir parce que le roi Charles III et la reine Camilla sont à Ottawa les 26 et 27 mai prochains. Et puis, pourquoi que le roi vient? Ben, c'est pour faire la lecture du discours du trône dans la Chambre du Sénat le 27 mai prochain, ce qui va ouvrir officiellement la première session du 45e Parlement depuis les élections fédérales du 28 avril dernier. C'est la première fois depuis la visite du règne d'Élisabeth II en 1977, qu'un souverain lit lui-même le discours à Ottawa et la toute première comme chef d'État pour Charles III. Alors, pourquoi qu'on fait ça? Pourquoi que Mark Carney décide d'inviter le roi pour venir lire le discours du trône? Bon, Carney a personnellement demandé au souverain d'ouvrir la législature. C'est un geste qui est destiné à conférer du lustre à son premier programme gouvernemental, donc pour que ça reste dans l'imaginaire, ça frappe l'imaginaire des gens, et afficher la continuité constitutionnelle. C'est certain que d'inviter le roi
Ça vient dire à Washington, on dépend de l'Angleterre, on ne dépend pas de la Maison-Blanche. Il y a aussi, il y a aussi ce message-là qui est offert à travers ça. La visite, ben c'est ça. Ça suit une montée de tension verbale. Quand le président Donald Trump évoque l'idée provocatrice du 51e État, ben, d'inviter le roi à proclamer l'ouverture du Parlement sert de rappel symbolique. C'est un rappel symbolique que la souveraineté canadienne relève d'Ottawa et de la Couronne et non de la Maison-Blanche. Euh, Aussi pour le roi, c'est une belle façon de montrer qu'il est en forme, qu'il est en santé, parce qu'on sait qu'il y a eu un traitement anticancéreux qui est annoncé en 2024. Charles III tient à montrer qu'il reste actif sur la scène internationale. Il s'agit de son deuxième déplacement officiel outre-mer en 2025 après l'Italie. Et puis, les sondages réalisés depuis 2022 indiquent que l'adhésion à la monarchie est en déclin. Donc, mais ça demeure quand même d'une région à l'autre, des fois, il peut y avoir des différences. Donc, Carney mise sur le prestige cérémonial pour assembler au-delà des clivages. Donc, j'ai hâte de voir ça. Évidemment qu'il y aura des sondages qui vont être menés avant et après la visite du roi pour qu'on puisse justement mesurer l'adhésion des Canadiens à la couronne britannique. Donc, ça va être intéressant d'en parler, on va voir, mais moi, je pense aussi, là où j'ai hâte, c'est de voir la réaction de Washington face à la visite du roi. Donc, on sait que Carney connaît très bien le roi personnellement. Ils se sont côtoyés alors qu'il dirigeait la Banque d'Angleterre. Donc, ça va être intéressant. Ça va être intéressant de constater l'opinion publique par rapport à ça. Donc, cette semaine, il y a eu, on peut parler de la visite à Washington. On a parlé, il y a la formation du cabinet qui s'en vient, qui sera dévoilée le mardi, demain, le 13 mai, à Ottawa. Et puis, il y a aussi une de nos provinces ici au Canada, en Alberta, qui, qui, qui occupe présentement beaucoup d'espace médias. Pourquoi? Parce que dans une allocution télévisée le 5 mai dernier, la première ministre Danielle Smith, la première ministre de l'Alberta, de la province, a promis un référendum sur la sécession en 2026 si 10% des électeurs signent une pétition. Donc, elle utilise la menace comme levier pour arracher plus d'autonomie fiscale à Ottawa. On sait que la première ministre, c'est une première ministre du Parti conservateur. Donc, son gouvernement, c'est un gouvernement conservateur. Et puis, ça aussi, ça va être important de suivre ça. Donc, des sujets intéressants pour la politique canadienne. Je voulais vous présenter, avant de terminer ma chronique aujourd'hui, un document qui, on n'a pas entendu parler, mais c'est quand même un document important. Je vais vous le présenter ici. Je vais vous présenter ce document-là parce que je le trouve important pour la suite des choses. Ça s'appelle Perturbation à l'horizon. Ça émane du gouvernement du Canada. C'est un document, c'est un rapport qui a été émis en 2024 par 500 experts et fonctionnaires. Donc, qui ont évalué chaque perturbation selon une probabilité et son impact avec un horizon temporel entre 3 et 10 ans. Et puis, ils ont retenu des perturbations importantes. Et puis, le but, c'est de préparer la communauté politique à une réponse à ces perturbations-là. Mais il faut comprendre que ces perturbations-là sont toujours émises avec des hypothèses et les hypothèses de travail sont souvent des hypothèses très alarmistes. Donc, pour vous faire un résumé, on va y aller avec vraiment les principales perturbations les plus probables. Les gens ne peuvent pas dire ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Ça, c'en est une des perturbations les plus probables. Donc, ils amènent ça aux politiciens et c'est à ce moment-là que les politiciens doivent prévoir quelque chose pour répondre à ça. Donc, on va parler de désinformation qui est rendue
plus possible là, grâce à l'intelligence artificielle, la perte de confiance dans les médias, hein, la fragmentation sociale. Donc, est-ce qu'il va y avoir des lois qui vont émaner de ça, qui vont être issues de ça? Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles façons de faire? Certainement. Ça va venir influencer la politique. On a la biodiversité qui disparaît, les écosystèmes qui s'effondrent. Encore, on va parler d'alarmisme climatique. Les gens n'ont pas les moyens de vivre seuls, hein. On va parler de tout l'aspect là, de, des gens qui vivent dans des maisons. Est-ce qu'on va taxer les gens qui vont vivre seuls? Est-ce qu'on va favoriser, on va encourager la colocation? Les biodonnées sont largement monétisées. Toute l'empreinte, la trace que nous laissons sur le web, sur nos transactions électroniques, etc. Les milliardaires qui dirigent le monde, hein, de plus en plus, sont capables de s'offrir des réseaux sociaux, sont capables d'influencer, hein, la pensée. La mobilité sociale descendante est la norme. Euh, les mesures d'urgence sont débordées, la santé mentale est en crise, les cyberattaques perturbent les infrastructures essentielles, l'intelligence artificielle se déchaîne. Bref, 10 perturbations les plus probables qui seront étudiées, commentées, analysées et certainement que les politiciens vont se servir d'un rapport comme celui-là qui, je le rappelle, hein, a regroupé 500 experts et fonctionnaires qui ont évalué chaque perturbation selon une probabilité, son impact et dans un horizon de 3 à 10 ans. Je trouve ça intéressant d'en parler parce que ça va avoir de l'impact et nous allons entendre parler de ces perturbations-là de plus en plus. Et ce qui m'inquiète, c'est que lorsqu'on répète plusieurs fois quelque chose, comme si c'était une vérité, ça devient une vérité. Alors, mon nom est Samuel Grenier. Ça m'a fait plaisir d'animer cette chronique aujourd'hui. Si vous aimez, likez, commentez, partagez. Ça, c'est vraiment apprécié. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube Samuel Grenier. Tous les jours, je commente l'actualité politique, économique et sociale québécoise, canadienne, bien évidemment. Et puis, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines parce que la semaine prochaine, je fais relâche. Alors, portez-vous bien. Merci beaucoup et à bientôt.